Voilà, dans le groupe de tête, on a toujours Barbara Lindquist, Loretta Harrop derrière, ça s'organise sérieusement. Nous sommes à l'issue du troisième tour. Et dans le groupe de chasse derrière, il y a du monde, il y a Erika Molner, Kim Gartner. Je vous rappelle que si vous venez de nous rejoindre, vous assistez au championnat du monde de triathlon distance olympique à Perth en Australie, considéré à la fois comme l'événement majeur de la saison et une très grosse répétition en vue des Jeux Olympiques. Jeux Olympiques qui se courront du côté de Sydney. Un parcours assez technique en ville parce qu'on voit qu'il y a des virages, sans arrêt des virages, des vire-vire, et puis une bosse à monter sur le bon braquet 5 fois. Emma Carney, qui elle de toute manière avait décidé de faire sa propre course et qui essaye même pas de travailler avec les autres pour revenir devant et qui va faire une course en vélo absolument ahurissante. D'ores et déjà on peut le dire, elle va signer le meilleur temps en vélo en 1:03:20. Jackie Gallagher sera en 1:03:31 et Marie Overb la danoise en 1:03:21. Je parle du temps uniquement de vélo. Ensuite il faut bien évidemment pondérer avec le temps de natation. Là on a vu que c'était justement Emma Carney qui menait le groupe pour essayer de revenir sur les deux. Voilà donc Emma Carney qui vraiment se fixe un gros objectif, s'était fixé un gros objectif pour ce championnat du monde qui lui avait échappé l'année dernière après une saison absolument remarquable. On ne reviendra pas un peu sur le fond de polémique qui avait accompagné un peu ce renoncement, on va dire, à la dernière minute. Cette année, plus que l'année dernière, on regarde vraiment vers ces championnats du monde, vraiment, parce que je crois que chacun de nous réalisons que c'est devenu une très grosse compétition, et pas uniquement parce qu'on est à domicile ici en Australie, mais aussi parce que même s'il fait très chaud ici, on connaît les enjeux de ce genre de course et on est prêt à tout faire. Donc Mickey Jones qui parle un peu de pression sur le fait de courir à domicile et on voit effectivement c'est une des rares fois où on a vu autant de monde autour d'une épreuve de triathlon, non? Oui, il y a énormément de public et même d'athlètes. Beaucoup de monde donc pour accompagner Barbara Lindquist, Loretta Harrop dans cette partie. Et Jackie Gallagher, Mickey Jones et Emma Carney, 3 anciennes championnes du monde, sont elles aussi à la bagarre maintenant, car chacune d'entre elles a bien évidemment la possibilité de gagner, mais c'est Emma Carney compte tenu des résultats de cette saison qui avant d'arriver à Perth, avant d'arriver même à Sydney, avait gagné pour la 3e année consécutive la Coupe du Monde, une domination sans partage qui auparavant avait été un peu partagée par les Allemandes, et puis petit à petit ça s'est délayé, et là maintenant il n'y a plus que les filles de l'hémisphère sud qui de temps en temps lui donnent un petit peu d'opposition, ou alors la hongroise Erika Molnar qui d'ailleurs va elle aussi faire une très belle course sur la deuxième partie de l'épreuve, particulièrement forte en course à pied. Voilà les 3 Australiennes devant. Symbole excellent. On voit Isabelle Mouton aussi dans ce paquet de chasse, mais apparemment Christine Hock aurait déjà décroché sur ce paquet de chasse. Voilà, je vous rappelle qu'on est toujours en compagnie de Stéphane Poulain qui nous a expliqué tout à l'heure les raisons pour lesquelles a priori Christine Hock avait un peu décroché après un début de saison époustouflant. Les voyages, il ne faut pas oublier que ce sont des voyages, on a du mal à s'en rendre compte, mais Paris et l'Australie, c'est souvent des voyages de 20-24 heures, sans parler des transports, des transits, les décalages horaires qui tournent entre 10 et 12 heures suivant les endroits, à ajouter avec la fatigue, le stress de la compétition, je crois que c'est énorme. Oui, c'est assez dur parce qu'on commence notre saison à l'hémisphère sud et là on la termine à l'hémisphère sud, sachant qu'on court aussi chez nous. Donc attention, Mickey Jones maintenant qui prend la tête pour l'Australie. J'ai l'impression qu'il y a également une course par équipe. Mickey Jones, 28 ans, championne du monde en 92 et en 93, qui est une excellente coureur à pied sur le 10 000, et elle a le meilleur temps en triathlon qui est de 33,40. Bien sûr, on pense de gagner un championnat du monde. Moi j'en ai déjà gagné
les deux, donc c'est un super feeling et c'est en plus merveilleux d'être ici en Australie devant mon pays. Je crois que c'est vraiment un moment exceptionnel et j'essaie vraiment de tout faire pour gagner cette course, mais si ce n'est gagner, au moins faire une belle performance. Attention, on va regarder l'aire de transition où ça brasse un petit peu, mais c'est rien par rapport à ce qui s'est passé ensuite chez les garçons. On vous met déjà un peu dans la confidence, parce que je crois que là il y a quand même eu quelques petites irrégularités, on va dire ça comme ça. En attendant, chez les filles, les leaders rentrent. Donc c'était Isabelle Mouton et Mickey Jones qui se sont un peu cognés les vélos sans trop de bobo. Et Barbara Lindquist, eh bien, c'est étonnant, mais l'avance qu'elle a su à la sortie de la natation, eh bien, elle l'a conservée. Elle confirme donc la très belle course qu'elle avait réalisée en Australie. Derrière les Australiennes, les racks étaient organisés par pays. Ouais, non, c'était organisé, tous les pays étaient sur le même rack. C'était simplement rangé par pays. Voilà, c'est ça. Et voilà, on voit le pack australien, mais quelle impression de force. Elles ont dû faire, même si à mon avis chacune d'entre elles fait sa course pour elles ont fait jouer la solidarité, notamment sur le vélo. Et sur la course à pied, de manière, les choses vont arriver d'elles-mêmes parce qu'elles sont toutes très fortes en course à pied. Jackie Gallagher, Mickey Jones et McCartney sont trois filles qui en course à pied sont redoutables. Bien sûr, on ne va pas oublier Isabelle Mouton qui cette année a terminé deuxième à Nice. N'oublions pas que c'est une année de retour pour Isabelle Mouton après un long break l'année dernière et il y a 2 ans une saison absolument exceptionnelle où elle avait tout gagné. Je pense que la course à pied va être intéressante. Ouais, c'est très intéressant cette course à pied. Moi je l'ai vue sur le bord de la route. Les garçons avaient déjà couru ou non, les garçons n'avaient pas encore couru. Nous on courait en début d'après-midi et elles ont couru le matin, les filles. Et McCartney qui lance le turbo et qui va croquer tout cru Barbara Lindquist comme à la parade. On voit Mickey Jones essayer de revenir sur Emma. Ah oui, c'est clair qu'il ne faut pas la laisser partir. Et là actuellement 1, 2, 3, 4, 5 positions. Il y a on a aperçu Isabelle Mouton, Berasategui, Hills, Sois, ouais, c'est clair que Gail Lawrence et toutes ces filles-là sont plus dans le coup. Là, les grandes sont parties devant et encore si elles avaient pu, même si elles étaient sorties ensemble de l'aire de transition, c'était fini pour elles. Pour essayer de faire jeu égal avec des filles comme Jackie Gallagher et Emma Carney, il faut poser le vélo avec un minimum de 30 secondes d'avance dans l'aire de transition, sinon c'est même pas la peine. Loretta Laroque, oubliée. Barbara Lindquist, oubliée. Celle qui continue à jouer, c'est bien, ouais, éventuellement Nancy Kemp, mais c'est surtout Isabelle Mouton. Emma Carney, 26 ans, dont le meilleur temps sur 10 km en triathlon est de 33,14, donc sensiblement égal à ce qu'avait fait Mickey Jones. Voilà. Regardez, ça le mérite au moins d'être clair et précis. 3 Australiennes en tête. Est-ce que dans ce genre de course, on peut parler éventuellement d'une course d'équipe en course à pied? Est-ce que ça peut se faire, ça? Non, là c'est vraiment ouais, chacun pour sa peau. Ouais. C'est vraiment le titre, notant qu'elles sont chez elles. Ouais. Donc c'est vraiment chacun pour sa peau. Emma Carney, Jackie Gallagher, Mickey Jones. On va s'apercevoir que Mickey Jones a eu un petit problème à l'accrochage et s'est ouvert le pied. Petit à petit, on verra la chaussure en sang. Elle s'est ouvert le pied avec le vélo d'Isabelle Mouton. Derrière, on a Magali Mesmer, la Suissesse, qui se maintient en 16e position. Loretta Laroque, qu'on a aperçu également. Et là, effectivement, ce qui est en train de nous confirmer à l'instant, Stéphane Poulet est en train de se produire, c'est-à-dire que Mickey Jones se fait décrocher. On voit le bout de sa chaussure qui est tout rouge. Ah oui. Donc une blessure intérieure là, carrément. Elle s'est ouvert le pied avec les rayons de la roue d'Isabelle. Et oui, puisqu'elle était pieds nus. Exactement. Alors,
bien malin qui va pouvoir dire qui entre Emma Carney et Jackie Gallagher. Jackie Gallagher avait été un peu vainqueur surprise la saison dernière. Ici à l'image, je m'arrête parce qu'il faut quand même lui rendre hommage. Erika Molnar, c'est la révélation de la saison chez les filles. Elle avait été l'an passé, je crois, championne du monde junior. Oui. Et cette année, elle arrive en force. Isabelle Mouton maintenant, qui est à la 4e place. Elle est à 32 secondes derrière. Juste derrière elle, il y a Mario Verby, la danoise. Et là, Jackie Gallagher qui tente un petit coup d'intox, je sais pas, ou stratégie de la part d'Emma Carney. Au coude à coude. Hein. Comment ça se passe quand on est au coude à coude comme ça? On essaie de faire quoi? On essaie d'impressionner, est-ce qu'on arrive à sentir ce que ressent l'adversaire? Non, mais c'est toujours au coup de bluff, hein. On essaye de partir, chacun le sent comme il le voit dans la course. Hein. La tenante du titre, Jackie Gallagher, en coude à coude avec Emma Carney. Elles sont pratiquement à mi-parcours. Emma Carney nous dit ces dernières années, venir sur les championnats du monde, ça a toujours été une de mes courses favorites, mais j'avais pas toujours eu la chance pour gagner. Donc là, j'ai appris, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté, et espérons que cette année, j'éviterai les fautes. Alors, j'imagine qu'elle parle des fautes de stratégie en course à pied. Et on a vu donc la chaussure rougie de Mickey Lee Jones, qui à mon avis maintenant ne pourra plus revenir sur les deux filles. Elle laisse s'envoler le titre, alors que là on voit que c'est Emma Carney qui a essayé de poser une petite attaque, un petit coup d'intox certainement pour Jackie Gallagher. Faut oublier quand même qu'il fait 28-30 degrés, même si elles sont en maillot de bain. Va commencer à... Il y avait de l'air sinon, non? C'est une ville... Il y avait un petit vent, petit vent de mer. Toute cette côte en général bien ventée. Voilà. Et là la foulée s'allonge. L'attaque d'Emma Carney. Et j'ai l'impression que Jackie Gallagher sait déjà qu'elle va pas pouvoir suivre, non? Visuellement, on voit qu'elle accuse un peu le coup. Je sais pas si elle va revenir. Si c'est la fin. Faut savoir que ces deux filles-là sont excellentes sur un stade, sur une piste d'athlétisme. Et c'est vrai que apparemment c'est le sprint final, on arrive sur la fin là. Et Emma Carney donc qui avait baissé le pavillon, on va quand même aussi rendre hommage à Isabelle Mouton. Isabelle Mouton qui joue sa 4e place avec Mario Verby. Mario Verby, la danoise. Et puis là c'est le couronnement d'une saison et un peu une revanche. Quelle foule, quelle ambiance. Ça donne vraiment l'état d'esprit, la culture sportive d'un pays qui soutient Emma Carney. Emma Carney qui voit qu'elle a déjà gagné, qui savoure presque sa victoire. Oui, elle a le sourire et c'est normal quand on sait ce qui s'est passé l'année dernière. Mais bon, elle avait déjà une victoire en Coupe du Monde, le championnat du monde. Est-ce que Sydney est encore suffisamment loin pour dire qu'elle sera l'une des grandes favorites? Certainement, je pense. Bon, elle est jeune, hein, elle a 23 ans. Voilà. Enfin, on serait tenté de dire, la victoire d'Emma Carney en 1:59:22. Elle a couru en 32:53 les 10 km. Alors attention, parce que là aussi on s'est aperçu que chez les garçons il y avait des temps absolument canons. Il n'y avait peut-être pas non plus vraiment les 10 km, hein, Stéphane. Je pense qu'il manquait une petite centaine de mètres. Il manquait un petit bout, hein, on va dire. Il manquait un petit bout de bitume. Parce que les temps sont quand même exceptionnels, surtout après ce qu'elles ont accompli en natation, en vélo. Voilà. Couronnement donc, on va pas dire d'une carrière parce que je pense qu'elle est loin d'être terminée pour Emma Carney, mais surtout triplé australien. Et la première regard pour Mickey Lee Jones, c'est pour sa chaussure et son pied qui doit la faire souffrir. Et malheureusement pour Isabelle et heureusement pour Mario Verby, elle arrache la 4e place au sprint. Isabelle Mouton va terminer 5e. Anja Dittmer sera 6e. Et Christine Ock va terminer 27e de l'épreuve. Alors, comment tu te sens après avoir récupéré ton aide? Je ne peux pas être plus heureuse. Il n'y a aucune chose que je ne voulais plus que ça. Ouais, il y a 6 semaines, je me sentais pas vraiment bien. J'étais un peu, pas terrible. Les gens m'écrivaient pour me conseiller, me soutenir. Mais je pense que sur un championnat du monde, on dépasse tout ça et on vit vraiment à fond pour elle.
Voilà, première fois dans l'histoire que une femme remporte l'or, l'argent et le bronze pour un pays, plus exactement. On revient après la pub, à tout de suite. Allez, maintenant, après le triplé historique des Australiennes, nous passons à la course des garçons. Je vous rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Poula du Racing Club des France, avec les garçons à surveiller, enfin ce que les producteurs de l'émission disent. Donc Chris McCormack, c'est vrai qu'il a fait une belle saison. Simon Lessing, le tenant du titre. Hamish Carter, Brad Bevan, qui est une véritable star en Australie, qui gagnait l'ensemble de la Coupe du Monde il y a encore 2 ans et qui s'est consacré sur les World Series. Et c'est parti pour donc cette partie masculine maintenant. On aperçoit Philippe Fattori avec son bonnet orange. Alors rappelons Philippe Fattori qui a ajouté une 2e victoire à son palmarès cet été. Stéphane Poula qui s'est aperçu également. Tension à ce moment-là. Il y a un peu de tension, ouais. Jusqu'au moment du coup de départ. Après, tout le monde se libère et ça va mieux. Alors, je crois que c'est à Sydney où tu avais fait une belle natation. À Sydney, je fais une belle natation puisque je sors en tête de la natation. Et alors, notre spécialiste Benjamin Sanson n'était pas sur le championnat du monde, parce que c'est une sélection par équipe. Comment ça se passe, un championnat du monde? Il y a une équipe de France donc sélectionnée. Oui, la sélection s'est faite plus ou moins à Cancun. On était 9 gars pour 6 places, donc il y a eu un choix à faire auprès des entraîneurs nationaux et Benjamin Sanson n'a pas été retenu. D'accord. Je rappelle donc les résultats de Cancun. Philippe Fattori avait terminé 6e, Olivier Marceau 7e, Samuel Pierre-Claude 10, Laurent Janselme 12, Stéphane Poula donc 17 et Benjamin Sanson avait fini 19e. Une course remportée par Hamish Carter, le néo-zélandais. Là, tu te situes à quel endroit? Là, je me situe à peu près dans les 5 premiers à la première bouée. Ouais. Et là, on sent déjà le... je me situe même 2e. 2e pour le moment. Voilà. Alec Rukoswef, on a du mal à prononcer le... Rukoswef. Ouais, Rukoswef était devant. Simon Lessing n'est pas loin. Brad Bevan, qui est un redoutable nageur. Hamish Carter. Il y a également Chris McCormack dans le pack. Et j'imagine grosse pression pour Simon Lessing parce qu'il est en terrain, on peut dire en terrain hostile. On l'a pratiquement pas vu de la saison, sur très peu d'épreuves. Et on en parlait d'ailleurs il y a peu de temps avec un proche de Simon Lessing qui pense que cette saison il n'a pas fait suffisamment de compétition. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'il a un peu négligé les Coupes du Monde cette année et peut-être que ça va payer pour les autres, entre guillemets, de cette négligence sur les Coupes du Monde. Alors voilà justement Simon Lessing, 26 ans, champion du monde en 92, 95, 96 et que l'on va écouter dans quelques instants. Je pense que j'ai un peu moins de pression que d'habitude. C'est vrai que c'est important pour les Australiens de faire bien ici en vue des Jeux Olympiques de l'an 2000. Ils ont une grande mission pour cela. Ils sont dans leur propre pays. Donc à la limite, moi je ne sens pas cette pression cette année. Voilà, Simon qui va prendre toutes les choses en main puisque c'est lui qui va faire la natation en tête et c'est relativement impressionnant quand on se trouve dans ses pieds, ça nage assez fort. Ouais, parce qu'on sait qu'il court bien, on sait également qu'en vélo ça se passe relativement bien, mais il ne faut pas oublier que c'était également un excellent nageur qui passe la plus grande partie de son année d'ailleurs en France. Oui, maintenant il passe la plupart de... Il se trouve à Salon de Provence. Il habite à Salon de Provence, mais il est au club de Tricastin Système. On l'a vu d'ailleurs sur l'Iron Tour, le France Iron Tour. Et sur également quelques épreuves britanniques, on peut se dire qu'il a peut-être couru le cachet cette année, peut-être plus que les épreuves de Coupe du Monde. Enfin, c'est un choix et c'est peut-être une stratégie à la limite. On va voir l'issue de la course. On aperçoit Philippe Fattori qui se fait légèrement couler qui a pris déjà un léger retard sur la tête de course. Et ça doit pas être évident quand on se retrouve dans un pack derrière d'arriver à s'extraire. Une fois qu'on est renfermé dans le paquet, on a vraiment du mal à sortir.
Greg Walton, qui est un des grands nageurs, est à côté de Katie Davis et qui malheureusement est blessé, doit être un petit peu déçu. Oui, j'ai une fracture de stress sur ma jambe droite et donc je suis un peu déçu de ne pas être là, mais pour le moment Simon Lessing est vraiment devant l'ensemble avec Amish Carter, Stéphane Poula et Brad Bevan. Je crois que c'est une grosse surprise et en plus c'est Chris McCormack qui est également avec eux et ça c'est un peu la surprise pour moi. Donc tu as été le dernier à avoir battu Simon Lessing il y a 2 semaines. Tu penses qu'il est battable? Oui, Simon est bien sûr battable. Bon, je l'ai montré d'ailleurs il y a 2 semaines. J'étais là le bonjour avec les bonnes performances. Je pense que Simon est encore battable aujourd'hui, mais ça va être vraiment très dur parce qu'il est toujours présent sur les grands rendez-vous et il y a 30 ou 40 personnes derrière qui peuvent essayer de s'en occuper. Je rappelle que Stéphane Poula donc est à nos côtés pour commenter l'événement majeur de cette saison. Chris McCormack, 24 ans, qui a fait un début de saison époustouflant, qui remporte d'ailleurs la Coupe du Monde sur le circuit ITU et qui nous avait vraiment réalisé des épreuves superbes. Et il nous dit bon ma priorité c'est des 10 dernières semaines, c'est vraiment d'aller à la piscine, de m'entraîner sérieusement en natation. J'ai vraiment fait des lignes à Sydney avec un entraîneur, avec des champions olympiques comme Dick Kane. On a vraiment travaillé très dur la natation pour cette course et je suis vraiment confiant d'être dans le groupe de tête et pourquoi pas être bien encore en bon état pour être sur le vélo. Voilà donc de l'aveu même de Chris McCormack, qu'on avait rarement vu à telle fête en natation. Il l'a travaillé pendant 10 semaines, donc comme quoi oui Stéphane. Simon Lessing qui sort en tête. On a aperçu aussi Laurent Janselme dont on n'a pas parlé encore, moi-même, et la grosse surprise en natation c'est Chris McCormack quand même, qui arrive à sortir avec le paquet de tête. Et alors justement il a dit 10 semaines, on reviendra là-dessus parce que là on est dans une ère de transition et c'est très très important. Un Français, Samuel Pierre-Clos, qui a réalisé également aussi une belle natation. Ouais, lui il était 8e à Sydney. Alors attention, regardez bien ce qui va se passer dans l'ère de transition. Stéphane, je te laisse la parole parce que je crois que c'est quand même important de le signaler. Alors ce qui se passe c'est qu'on est rentré dans le parc à vélo. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on a fait le double des distances avec le vélo durant les 2 transitions, natation vélo et vélo course à pied. Alors que les Australiens étaient mieux placés. Alors que les Australiens étaient beaucoup mieux placés. Et attention, regardez ce qui se passe avec Simon Lessing, on le voit peut-être pas sur les images. Ça sera peut-être sur l'autre transition. C'est sur l'autre transition où on lui fait reposer son casque et remettre son casque. Greg Welch. Greg Welch, alors que Simon Lessing est déjà parti, mais attention, Greg Welch lui aussi est un redoutable coureur à pied. Il l'a démontré à la transition très très rapide. La course se joue vraiment dans la transition pour pas louper le premier wagon. Ouais, n'oublions pas que nous sommes en vélo, que le drafting est autorisé. Et là, dans ce cas-là, toi, tu peux faire partie de ce wagon? Là, je me trouve dans le premier wagon. Oui. Ce qui est également le cas de Philippe Fattori ou pas? Philippe Fattori, non, il va louper le premier wagon. Brad Bevan, déjà leader, après effectivement une transition absolument remarquable. Les sorties de l'eau donc, Simon Lessing, Brad Bevan, Wes Hobson, Alec Rokosoev, Chris McCormack et je pense Stéphane Poula en 6 ou 7. Ouais, ça doit se trouver à peu près là. Le dimanche, le vélo va être vraiment très très rapide. Je pense que si on est trop faible en vélo, ça va vraiment être très dur. Je pense que on a cette espèce de colline en vélo qui va vraiment faire la différence et qui ressemble un peu vraiment à une course de triathlon plus qu'à une course de vélo. Alors, qu'est-ce qui essaye de... C'est Chris McCormack qui essaie de faire le break. Dangereux comme choix tactique ou pas? Un peu dangereux, mais il doit certainement se sentir très fort et il essaye d'attaquer Simon Lessing qui se trouve juste derrière dans le paquet. C'est assez gonflé de la part de Chris McCormack. En tout cas, visiblement, il a dû préparer cet événement comme jamais. 10 semaines avant, il s'est mis à nager comme un malade avec des champions et des coachs vraiment très pointus en matière de natation à Sydney.
sortie de l'eau, il sort dans le pack de 5, paf, il décide de faire le break. Derrière. Alors derrière, on a 3 Français et puis 3 Australiens, avec en plus Hamish Carter et Simon Lessing. Chris McCormack doit se sentir vraiment très bien aujourd'hui. Comment ça se passe dans le pack entre nations? Est-ce que entre Australiens, entre Français, vous parlez en disant il ne faut pas le laisser partir? Est-ce que ce sont les entraîneurs qui donnent des consignes? Comment vous réagissez? Entre Français, on a eu des petites consignes, c'est-à-dire on s'est dit qu'on n'était pas chez nous, qu'on n'avait pas la place de leader, donc c'était pas à nous de rouler. Donc les Australiens se sont un peu organisés et ils avaient beaucoup plus de pression d'ailleurs que nous. Ils se sont donc organisés pour rouler devant. Et même organisé pour essayer de faire travailler au plus possible Simon Lessing en vélo. Ah ouais, parce que Simon Lessing, n'oublions pas qu'il est quand même britannique avant tout et qu'il devait être bien seul. Les Français lui donnent un coup de main, Simon Lessing, ou pas? Non, il n'y a aucune raison d'aider Simon Lessing. D'accord. Et entre vous, comment ça se passe? Est-ce que les Australiens vous disent allez, vas-y, est-ce que vous connaissez maintenant depuis, ou au contraire ça reste discret? C'est des petits signes? Ils ont tout de suite compris que c'était pas notre rôle de rouler. On n'était pas en position de force. Tout le monde commence à se connaître et ils savent que pour l'instant ils sont plus forts que nous sur la 3e partie de l'épreuve. Voilà, Greg Bennett qui est également un garçon très fort sur le circuit ITU. Greg Bennett qui avait fait quelque chose d'assez exceptionnel à Monaco, qui attaque sur cette côte. Greg Bennett qui avait remporté d'ailleurs sa première victoire à Monaco cette saison sur le circuit ITU. Et qui a maintenant pris les commandes et les rênes de... Chris McCormack qui se fait reprendre. Ouais. 25 ans, Greg Bennett, qui avait été le meilleur Australien classé au championnat du monde de 96. Et qu'on va écouter. Je n'ai pas couru depuis 9 semaines et j'ai un peu oublié comment ça se passe à la limite. Regardez devant, derrière. Donc je me fais pas une affaire de cette course comme lorsqu'à Monte Carlo où c'était tout marchait en ma faveur. Mais bon, je pense qu'en vélo quand même je vais essayer de faire le maximum plutôt que regarder ce qui se passe, être plutôt le leader en vélo. J'aime bien faire un peu et être le meneur. Voilà, donc il joint l'acte à la parole. 23 km dans la course, Greg Bennett toujours en tête pour l'Australie avec une vitesse moyenne de 43 km/h. Hamish Carter derrière. Et est-ce qu'on sent vraiment une grosse pression là pour suivre la cadence? Est-ce que c'est une course comme une autre où on sent vraiment qu'il pousse plus que d'habitude sur le vélo? Ça pousse un peu plus que d'habitude puisque là on essaye de prendre le maximum de temps au paquet de chasse derrière et c'est vraiment important pour essayer de partir avec le plus de temps possible en course à pied. Voilà, derrière Jamie Hunt, Paul Amé, Greg Welch. On aperçoit Samuel Pierre-Claude dans le paquet de chasse. Ça va être Pierre-Claude qui avait fini 8e à Sydney. Samuel qui a fait une très bonne natation, on peut s'apercevoir sur la sortie de l'eau, sur les temps, mais qui a eu du mal à enchaîner en haut de la première bosse et qui s'est fait décrocher malheureusement pour lui. Donc il a dû attendre le paquet de chasse et pour reformer un groupe et ensuite essayer de revenir sur le premier paquet. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir après le break pub, mais on peut se dire que sur les Jeux Olympiques, lorsqu'il y a un intérêt aussi majeur, je dirais presque un intérêt national, il faut s'attendre à des courses stratégiques entre nations cette fois-ci. Et on y revient dans quelques instants. On va faire une petite pause de pub et on revient sur cette course passionnante dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur les championnats du monde de Perth ITU de triathlon, toujours en compagnie de Stéphane Poula qui à l'heure actuelle est dans le groupe de tête. Et juste avant la pause publicitaire, là, petit incident. On avait oublié Miles Stewart. On l'avait oublié. Et oui. Miles Stewart qui se trouvait dans le paquet de tête et qui a crevé. Et on a vu avec quoi? 3e tour. Alors attention maintenant, un mouvement décisif. Encore une fois, Stéphane, je te laisse la parole là, parce que c'est vraiment important. Là, on rentre dans le parc. Donc, petite course à pied avant d'arriver dans l'aire de transition. Et là, on va s'apercevoir que les Australiens seront sortis, que nous, on n'aura pas encore posé pratiquement le vélo. Ça, c'est anormal. C'est anormal. Ça a été signalé avant le départ à l'organisateur qui n'a rien voulu savoir pour le lendemain de la course.
Voilà, donc les Australiens posent leur vélo directement devant. C'est-à-dire qu'ils ont fait 2 fois moins de chemin avec leur vélo que nous Français. Simon Lessing maintenant. Essayons de voir où il est parce que c'est important aussi ce qui va se passer avec lui. Donc Amish Carter. Amish Carter s'échappe. Là, voilà. Là, on fait enlever, on fait remettre le casque à Simon Lessing. Ça, c'est pas normal. Voilà. C'est vraiment parce qu'il est. Il est britannique, c'est le favori et les Australiens ont vraiment pas joué le jeu. Hein. Ou alors ils ont joué le jeu de l'intox. Mais ça, c'est un temps énorme. Donc on s'aperçoit que les Australiens, tous les Australiens sont sortis et les Français et Simon Lessing ne sont toujours pas sortis alors qu'on est rentrés tous ensemble. Voilà. Donc Simon Lessing ne reverra pas Chris McCormack si ce n'est à l'arrivée après avoir passé la ligne. Bon, ça c'est vraiment à 3 semaines après, on considère encore que c'est quand même quelque chose d'anormal. Ah oui, ça reste complètement anormal. Je veux dire, même dans les petites courses en France, on ne voit pas ça. Tout le monde fait la même distance avec et sans le vélo. Voilà, et puis l'incident également à propos de Simon Lessing, moi je crois qu'un de ses proches là, nous en a parlé il y a peu de temps et il considère ça vraiment comme une très grosse faute et malheureusement on n'a pas eu de nouvelles, on n'a pas eu de suite, s'il y a eu une suite donnée à cette affaire ou pas à propos de Simon. Je suis une information. Voilà. Les vacances m'ont fait oublier le triathlon. Très bien. Allez, on rejoint maintenant la sortie du vélo. Chris McCormack, Amish Carter, Greg Bennett, Simon Lessing à 2 dixièmes et Brad Bevan. Ça à savoir que c'est l'entrée du parc et non pas la sortie. Amish Carter qui dit c'est un rêve de pouvoir s'entraîner tous les jours et ensuite d'arriver ici, c'est absolument fantastique, ça représente une telle somme de travail. Il y a une partie chance, de chance également bien sûr, mais une fois qu'on rentre dans la course, on sait qu'on va donner son meilleur et que ça sera peut-être suffisant pour devenir champion. Voilà, Amish Carter bien sûr a envie de gagner. Quant à Simon Lessing, il doit effectivement en avoir gros sur la patate compte tenu de ce qui s'est passé sur le parc à vélo et compte tenu de la cadence maintenant à laquelle vont tous les garçons sur 10 km, un faible écart ne serait-ce que 2-3 secondes peut s'avérer parfois irrattrapable. Simon qui essaye de revenir sur Chris McCormack, qui a réussi à revenir sur Brad Bevan, sur Amish Carter, mais qui va pas réussir à recoller Chris McCormack. Parce qu'il y a une foulée phénoménale, Simon Lessing. Il y a une excellente foulée. On m'aperçoit à l'écran juste derrière Brad Bevan. De même pour moi, j'essaie de revenir sur Brad Bevan, je reviens tout doucement. Et Brad Bevan, c'est un costaud en course. Ou alors il a un peu perdu parce qu'on l'a pas trop vu non plus sur la scène internationale, Brad Bevan. Je pense qu'il a un peu perdu de son niveau par rapport aux années où il était le meilleur sur les Coupes du Monde. Voilà, Simon Lessing. On lui annonce 8 secondes en tête. Et derrière Amish Carter qui a l'air d'aller beaucoup plus vite. C'est assez étonnant parce que c'est une des rares fois où on va voir Simon Lessing je dirais presque en difficulté. Pour Chris McCormack, début de saison en fanfare. Et là, Lee Kiwi, le paquet de chasse qui revient. Le paquet de chasse avec Greg Welch, je dirais, ou puis surtout une image avec Ralph Egert encadré par tous les autres garçons qui est un peu l'opposition de ce qui se passe sur l'Ironman pour les Allemands. C'est à une époque ils étaient très forts sur la distance olympique et là c'est un peu la décrépitude pour les Allemands. Le demi-tour, 5 km. Voilà. Il doit y avoir Chris McCormack est à mi-chemin. Voilà. Et il doit se dire ouf. Simon Lessing qui tourne un regard un peu désespéré, qui a laissé passer Amish Carter devant lui. Enfin laissé passer, qui arrive peut-être pas à le suivre tout simplement. Chris McCormack, c'est vraiment le garçon étonnant de la saison. La chose rare, on voit Simon Lessing en difficulté à suivre Amish Carter. Brad Bevan, le croc. On se souvient de ces duels d'ailleurs entre Brad Bevan et Philippe Fattori. À l'époque, c'était chez lui, sur l'étape française de Coupe du Monde où il y avait une course à pied absolument phénoménale. Mais là pour le moment effectivement le caméraman s'attarde sur Chris McCormack qui est en train de vivre un véritable rêve, mais un rêve qui a été vraiment prémédité quand on voit le travail qu'il a fourni. On y reviendra dans quelques instants. Pour le moment Chris McCormack il a dit là c'est comme un rêve qui devient réalité.
Greg Welch, Miles Stewart ont gagné ces courses. C'est une course pour triathlètes. Triathlon, c'est toujours un peu immortel. Maintenant, il y a Simon Lessing qui l'a vraiment dominé pendant des années et des années. Et là, maintenant, il reste encore quelques années. Mais si je gagne, c'est sûr que on va vraiment faire une grosse fête. Voilà, les écarts ne sont absolument pas énormes alors qu'on s'approche de l'arrivée. Chris McCormack qui a l'impression à vraiment tout donner. Hamish Carter qui y croit encore. Hamish Carter qui croit, qui est en train de revenir sur Chris McCormack. Parce que les écarts, là, on le voit sur ce plan, sont pas si énormes que ça. Non. Mais on est à quelques mètres de l'arrivée. C'est la victoire pour Chris McCormack qui fait le doublé cette saison. Et à mon avis, c'est une victoire vraisemblablement méritée compte tenu de ce qu'il a fait. Je dis pas que tout le monde ne s'est pas entraîné en vue de ces championnats du monde. Mais compte tenu de ce qu'il a fait cette saison, c'est somme toute quelque chose de logique. Chris McCormack a fait une très très belle saison et c'est une victoire un peu méritée et un peu logique. Et alors ça doit être un sentiment absolument incroyable pour lui de s'ajouter au triplé féminin australien. C'est la victoire totale d'une nation chez elle à domicile à maintenant 2 ans et demi des Jeux Olympiques. Alors il arrive vraiment, il est vraiment allé au bout de son effort. Surtout il doit être très ému. Là il craque. Et deuxième personne de l'hémisphère sud, ils sont voisins, Hamish Carter à la 2e place. On voit qu'il a fait le trou par rapport à Simon Lessing quand même. Simon Lessing est un peu craqué là sur les derniers kilomètres. Il y a 12 secondes entre McCormack et Carter et il va y avoir encore 15 secondes entre Simon Lessing et Hamish Carter. Ça doit être un moment difficile pour Simon Lessing. Il n'a pas l'habitude de passer une ligne d'arrivée à cette position. Certainement. Ensuite derrière, Brad Bevan en 4, Greg Bennett en 5, Greg Welch en 6, Paul Armé qui est néo-zélandais en 7. C'est la totale du côté de l'hémisphère sud. Stéphane en 8, Stéphane Poulain. Oui, je suis assez satisfait de ma place quand même. C'est quand même une belle saison aussi. J'ai fait une belle saison, je pense. Alors, bien sûr, maintenant tout le monde se jette sur Chris McCormack à l'arrivée. C'est vraiment la première fois donc qu'il gagne. Et c'est à partir du 5e kilomètre qu'il a vraiment l'impression qu'il pouvait être champion du monde lorsqu'il a senti que Simon Lessing allait un peu lâcher. Et puis, il y a un sentiment aussi absolument incroyable d'être soutenu par la foule australienne. Un sentiment exceptionnel. Voilà donc célébration australienne. Stéphane, bon bien sûr des vacances méritées. Est-ce que l'entraînement va reprendre rapidement maintenant ou... Oui, on va reprendre doucement là. Les vacances sont terminées, on va reprendre doucement. Savoir qu'il y avait aussi également Laurent Gentienne qui termine 11 et Stéphane Bignet qui termine 12. Qu'on n'a pas vu beaucoup à l'écran parce qu'on est sorti un peu en retard du parc à vélo pour la raison dont vous savez. Eh bien, c'est un peu dommage. Félicitations encore Stéphane, merci surtout encore d'être venu une nouvelle fois nous accompagner parce que c'est vraiment une richesse exceptionnelle que de pouvoir vivre la course de l'intérieur. Bonne journée, vous restez sur Eurosport.